Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Bonjour Marianne Cousin-Régnier, merci de nous faire l'honneur et le privilège de participer à ce webinaire de CNAM Entreprise, où vous êtes notre conférencière pour cette thématique tellement importante pour les entreprises que de lutter contre l'absentéisme. Alors, très rapidement, quelques mots sur vous. Donc, aujourd'hui, vous êtes directrice du programme au sein de Malakoff Humanis qui s'intitule Prévenir et gérer l'absentéisme. Le CNAM n'est pas un établissement nouveau pour vous, puisque vous Non. avez été maître de conférences chez nous, donc enseignante chercheuse pendant près de 10 ans au CNAM. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes une spécialiste de la protection sociale. Pendant 5 ans, vos recherches ont été orientées vers l'absentéisme, justement, et de quelle manière est-ce qu'on peut faire pour diminuer je ne sais pas si on peut appeler ça un fléau, en tout cas une difficulté que connaissent les entreprises aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous avez plaisir à accompagner les entreprises aujourd'hui, à les accompagner dans le fait de pouvoir construire un arsenal, un plan d'action qui vise à lutter contre l'absentéisme pour améliorer la qualité de vie au travail et faire en sorte que cette difficulté soit moins une contrainte et qu'on puisse rebondir sur d'autres choses très positives pour l'entreprise et son environnement. Aujourd'hui, donc, on va voir trois grands points en fait sur l'absentéisme. Je vais faire un petit retour rapide sur les grandes tendances de l'année 2024, puisqu'il va falloir attendre encore quelques mois pour avoir une vision de l'absentéisme de 2025. Ensuite, nous ferons un zoom sur la santé mentale des salariés parce que si on parlait de fléau tout à l'heure, la difficulté pour toutes les entreprises aujourd'hui et la prise de conscience se tourne vers la santé mentale. Et puis, on essaiera de vous donner quelques billes pour peut-être pas lutter contre l'absentéisme, mais en tout cas essayer de le limiter. Alors, vous verrez ce que font les entreprises globalement, ce sur quoi elles pensent qu'il faudrait agir, et puis aussi quelles sont les attentes des salariés en la matière. Donc aujourd'hui, ce que je vais, vous partager finalement, c'est un regard croisé, de 2 des études emblématiques de Malakoff Humanis. Donc d'un côté, bientôt, 10 ans de baromètre absentéisme, on fêtera les 10 ans, en 2026. Donc est un baromètre représentatif, des entreprises du secteur privé, donc 1000 fois pardon, pour les gens qui représentent, le secteur, public, aujourd'hui. Pour autant, les phénomènes d'absentéisme sont à peu près à l'identique dans le secteur public. Et puis le deuxième baromètre qui est encore plus ancien, pour lequel on interroge toujours les mêmes cibles sur à la fois la qualité de vie au travail, les ressentis santé et l'engagement. Et vous allez voir que ça nous donne des choses assez intéressantes à raconter. Ces études peuvent être retrouvées, en tout cas dans leur dernière version, sur le comptoir Malakoff Humanis qui recense toutes les études en fait que nous faisons puisque nous sommes assez généreux en matière de partage d'études. Alors, tout de suite, ce que je vous propose, c'est de faire un petit retour sur les données absentéisme de 2024. Alors, l'absentéisme reste fort, stabilisé par rapport à l'année précédente. Alors, petite précaution d'usage. Le baromètre date de 2025, donc les résultats ont été publiés cette année en 2025, mais il porte bien sur l'année 2024. Donc, excusez-moi si je fais un petit abus de langage en disant cette année. Donc, il s'agit bien, donc avec le 42%, là, on était bien sur le nombre de salariés qui se sont vus prescrire un arrêt de travail en 2024. D'accord? Voilà. Donc, c'est très important cette notion de nombre de salariés qui se sont vus prescrire un arrêt de travail parce que ce n'est pas tout à fait le reflet de l'absentéisme, puisqu'en fait, il y a un nombre assez stable d'environ 25% de salariés qui ne prennent pas leurs arrêts de travail, soit
parce qu'ils mettent le CERFA directement à la poubelle, hein, c'est à peu près 10% d'entre eux, soit parce qu'ils vont revenir par anticipation à leur travail. Et quand on leur pose la question, pourquoi finalement ils n'ont pas pris l'arrêt de travail qui leur avait été prescrit ou pourquoi ils l'avaient écourté, 29% d'entre eux disent qu'ils ne pouvaient pas se permettre en fait d'avoir des jours de carence qui ne leur étaient pas payés. Voilà. Donc le taux de prescription reste très important. Néanmoins, il est toujours un peu diminué, donc l'absentéisme réel se trouve plutôt autour de 30-32%. Voilà, c'était important que je partage avec vous cette notion. Alors, l'absentéisme ne touche pas toutes les populations de la même manière. Et ce que l'on observe depuis maintenant assez longtemps, hein, ce n'est pas un phénomène nouveau. On en parle plus régulièrement à présent de l'absentéisme des jeunes, mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Vous voyez la courbe rouge, elle est au-dessus de la moyenne de l'ensemble des salariés depuis déjà, bah, voyez, le recul qu'on a, c'est 9 ans. Donc, depuis déjà 9 ans. Donc là, sur 2024, finalement, c'est près d'un jeune sur deux de moins de 30 ans qui s'est vu prescrire un arrêt de travail. Alors, bon, si on regarde rapidement les seniors, on dit souvent, ouais, mais les seniors, ils sont plus absents, c'est eux qui portent l'absentéisme. En fait, les seniors sont moins absents en valeur absolue que les jeunes, puisque vous voyez, la différence est énorme, hein. Sur les 50 et plus, finalement, on n'a qu'un tiers qui s'est vu prescrire un arrêt de travail. En revanche, la nature, la forme de leur absentéisme est très différente, puisque vous allez voir tout de suite en suivant que les jeunes ont un absentéisme plutôt de courte durée et assez répété, là où les seniors qui souffrent plutôt de maladies chroniques, d'usure professionnelle, vont avoir un absentéisme moins souvent, mais de longueur plus importante. Voilà. Alors, comment on peut expliquer finalement l'absentéisme des jeunes? Eh bien, vous avez ici quelques données assez intéressantes en fait qui relatent finalement le comportement des jeunes. Et ce que l'on voit ici, c'est que un jeune sur deux, donc c'est la valeur centrale, se déclare épuisé. Plus d'un jeune sur deux se déclare épuisé professionnellement. Et ce qui est inquiétant, c'est que c'est une donnée qui était déjà très importante en 2018 et qui se dégrade. Si l'on regarde juste au-dessus, on voit que finalement, un jeune sur deux a des difficultés à gérer ses priorités. C'est plus important que la moyenne des salariés qui est déjà assez, assez considérable avec 42%. Si on regarde sur la gauche, on se rend compte que finalement, 39% des jeunes ne savent pas concilier leurs engagements professionnels avec leurs engagements personnels et familiaux, que 25% d'entre eux se considèrent plus ou moins désengagés de l'entreprise. Alors, les questions qu'on pose derrière cet indicateur sont les suivantes. On leur demande de donner leur accord avec la phrase suivante, vous n'êtes pas malade, mais vous aimeriez prendre un arrêt de travail. Et donc là, on voit que 25% d'entre eux sont dans ce cas de figure. De l'autre côté, eh bien, vous voyez que 44% des jeunes se disent souvent, voire très souvent stressés au travail. Et autre fait assez important, ils sont 18% aujourd'hui à déclarer consommer à la fois des anxiolytiques ou des antidépresseurs et des somnifères. Et quand on regarde la donnée qui était la même en 2014, il n'était que 9%. Donc on peut dire qu'en 10 ans, la consommation d'anxiolytiques et de somnifères a doublé chez les jeunes. Alors, autre phénomène, alors que vous n'avez pas en chiffres ici, mais que j'ai lu récemment dans une étude de l'INSEE qui a été publiée dans les Échos online, 15% des jeunes se considèrent déclassés professionnellement. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans le monde du travail avec un diplôme en poche et ils disent que finalement, ils ne peuvent pas utiliser la grande partie des compétences qu'ils ont acquis pendant leurs études. Et ça, c'est quelque chose qui ajoute non seulement à leur stress, mais aussi à la dégradation de leur santé mentale.
Qu'est-ce qu'on peut encore dire, sur ces jeunes et qui, pour le coup, est un petit peu moins intuitif? Eh bien, 43 d'entre eux, vivent une situation de fragilité. Qu'est-ce qu'on entend par fragilité? Il y a à la fois des fragilités, personnelles, mais aussi des fragilités, professionnelles. Alors les fragilités, c'est un domaine qui est assez large. On a les fragilités, financières, ils peuvent être, d'ordre, relatif à la santé. Par exemple, certains peuvent, souffrir d'un handicap, mais aussi, on y intègre, finalement des charges de vie. Là, on voit que, 27 des jeunes, sont aidants. Alors c'est vraiment contre-intuitif. Avant d'avoir ces indicateurs, j'étais comme beaucoup d'entre vous persuadée que, finalement c'était, plutôt les seniors, qui étaient, aidants, de leurs parents. Eh bien non, on a aussi 27 des jeunes qui se disent aidants, soit d'un jeune frère et sœur, soit d'un parent, soit d'un autre proche, dépendant. Un tiers d'entre eux sont éco-anxieux et l'éco-anxiété fait aussi, partie des fragilités puisque finalement elle va avoir des impacts à la fois sur la santé mentale, mais aussi peut-être sur la performance, qu'on pourrait avoir dans l'entreprise. Et enfin, indicateur plus important encore, 68 pardon, des salariés connaissent une fragilité professionnelle. Alors là, dans les fragilités professionnelles, on va évidemment penser au niveau de rémunération, hein, qui peut d'ailleurs les mettre en difficulté, personnelle pour se loger, pour, avoir, un logement qui ne soit pas trop éloigné, du lieu de travail. Mais aussi, on peut considérer que les jeunes, sont en précarité d'emploi, connaissent, bah, le déclassement dont on a parlé, juste avant. Voilà, donc des difficultés qui peuvent expliquer, que les jeunes, ont un absentéisme peut-être un peu plus, important. Alors, les jeunes ne sont pas, les seuls, à être absents. On a, d'autres populations qui, marquent un absentéisme peut-être un peu plus, hors norme. Alors, les femmes, avec, beaucoup d'idées, reçues, hein, sur, l'absentéisme des femmes. Il est vrai que pendant, quelques années, on le voit, hein, si on remonte, à la période juste après, Covid, les femmes ont eu un absentéisme presque avec 10 points d'écart, de celui des hommes. On voit que l'écart là est en train de se réduire. Il n'y a plus que 5 points, d'écart et vous voyez quand l'absentéisme, des femmes, finalement, baisse et se stabilise pas trop loin de la moyenne, celui des hommes, augmente. Sans qu'on puisse, l'expliquer beaucoup, si ce n'est par, des problèmes de santé et puis celui, des managers, donc qui connaît une explosion, en 2024 avec vraiment la plus grosse, progression qu'on ait vue et je vais revenir, dessus. Si je devais rapidement expliquer, un peu l'absentéisme des femmes, eh bien, vous voyez que 37 d'entre elles, pardon, se disent en très mauvaise santé, d'ordre général et 44 se déclarent en mauvaise ou moyenne, santé mentale. Vous voyez l'écart avec, les hommes, il est de 10 points au niveau de la santé mentale. Alors comment on explique ça? Bah, il y a des causes, majeures, qui peuvent expliquer, ça et notamment, une fatigue chronique expliquée par 42 d'entre elles, des troubles du sommeil pour 40 et des troubles anxieux pour, 36 avec à chaque fois des écarts importants avec les hommes. Hem, sur le plan, professionnel, qu'est-ce qui déclare, en fait qu'est-ce qui va expliquer une dégradation de la santé mentale? Eh bien, le tout premier chef, c'est l'intensité du travail, donc pour 59 d'entre elles. Les rapports sociaux auxquels, elles sont un peu plus sensibles, que les hommes et qui aggravent peut-être leur éco-anxiété aussi. Et puis sur le plan, personnel, les femmes sont, très, inquiètes en fait de voir, leur situation financière, se dégrader, peut-être, l'augmentation, de certains, prix et notamment des denrées alimentaires et elles ont une inquiétude très particulière vis-à-vis des études, de leurs enfants.
Si je fais un petit focus rapide sur les managers, eh bien, pour les managers, finalement, ce que l'on observe, c'est que c'est plus le statut, en fait, que la fonction de manager, hein, qui impacte leur absentéisme, puisqu'on voit que finalement les cadres et les managers, n'ont pas du tout la même, trajectoire, d'absence. Alors si on doit parler, des managers de la même manière, qu'est-ce qui explique ou en tout cas quels sont, les signaux pour, juger de leur, mauvaise santé qui pourrait expliquer en fait cet absentéisme, incroyable qui explose cette année? Eh bien, on voit qu'un manager sur 3 se déclare en moyen ou mauvais, état de santé général. Ça c'est plus 6 points par rapport à 2022, donc vous voyez que ça se dégrade. 38 se déclarent en moyenne ou mauvaise santé mentale et là aussi c'est une dégradation de 7 points par rapport à 2022. Donc les indicateurs marquants pour des managers, c'est l'épuisement professionnel, avec 55 qui se sentent épuisés, une fatigue chronique installée chez 42 d'entre eux et une explosion de la consommation, des anxiolytiques. On a vu, chez les jeunes que c'était important, chez les managers, ça l'est encore plus. Les managers se disent, stressés, plus que la moyenne. 22 d'entre eux ont connu un arrêt de travail pour raison psychologique cette année et 16 d'entre eux disent avoir consulté un professionnel de la santé mentale, que ce soit un psy, ou un psychiatre. Par ailleurs, bah, voilà, oui, bon, le 55 d'épuisement, je vous l'ai déjà dit. Ils ont aussi, des difficultés à se déconnecter, donc bien plus important que la moyenne des salariés. Et puis quand on parle d'engagement, il y a des signes de désengagement, chez les managers. On voit à peu près partout dans la presse que, la fonction, managériale est en désamour. Donc vous voyez que 43 d'entre eux, bien que n'étant pas malades, ont déclaré avoir bien envie de prendre un arrêt, malgré tout. Voilà, donc une situation, pas très, réjouissante. Autre, personnels sur lesquels, porter une attention particulière, sont les plus fragilisés. Donc, pour ne citer que les salariés en situation de handicap, et les aidants. Et là aussi des éléments, explicatifs. Donc 53 51 des aidants se sont vus prescrire, un arrêt de travail avec un absentéisme un petit peu particulier aussi, chez les aidants. On le voit, des arrêts, répétés, et multiples, pour 53 d'entre eux. Des arrêts courts, donc qui désorganisent, pas mal l'entreprise puisque 34 de leurs arrêts ont une durée de 1 à 3 jours. Ce n'est que 10 qui ont, des durées supérieures à 30 jours. 31 de leurs arrêts sont liés, à un contexte professionnel. Alors quand on dit un contexte professionnel, c'est aussi peut-être le manque de souplesse, ou de latitude qui leur permettrait peut-être de s'absenter, s'ils en avaient la possibilité et quand ils ne l'ont pas, eh bien, ils posent une journée d'arrêt de travail. Et puis, certains qui sont contraints, au moins une fois par mois de prendre une journée pour s'occuper de leurs proches. Si je passe un peu rapidement donc sur les salariés en situation de handicap, bon évidemment ils ont, un absentéisme qui est, hors norme et plus important, que la moyenne, avec une fatigabilité qui leur, demande de prendre eux aussi, des arrêts répétés. On voit que, parmi ceux qui s'arrêtent, hein, et bien, 41 ont eu plus de 3 arrêts dans l'année, ce qui est, assez important. Je vous ai mis, sur la gauche, vous retrouverez, tout ça dans le replay, mais, les causes, qui sont évidemment, différentes, hein, les motifs d'arrêt, en fonction, des populations concernées. Et puis, autre notion, en moyenne, les salariés connaissent des arrêts de 15 jours, là où, la durée moyenne, chez les salariés en situation de handicap est de 22 jours. Voilà, alors quels sont à présent les différents, motifs, d'arrêt de travail? Alors, sans surprise évidemment et c'est heureusement, c'est la maladie, ordinaire qui a la première marche du podium avec 40 des arrêts de travail, suivi,
des tristes risques psychosociaux et troubles psychologiques qui se sont installés depuis 3 ans à présent à la 2e place du podium, en détrônant finalement les troubles musculo-squelettiques qui sont restés pendant très longtemps la 2e cause d'arrêt maladie et presque le premier pôle de dépenses de la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, on voit que les troubles psychologiques gagnent du terrain. Si on regarde leur répartition par durée d'arrêt, donc vous voyez notamment les arrêts de longue durée qui ne représentent aujourd'hui que 10% des arrêts de travail, mais qui représentent en nombre de jours d'arrêt évidemment la plus grosse part indemnisée à la fois par la sécurité sociale et les organismes complémentaires comme Malakoff Humanis. On voit que finalement, sur ces arrêts longs, le premier poste pour 30%, ce sont les accidents et traumatismes, mais tout de suite derrière, un arrêt sur 4 de plus de 30 jours est lié à un risque, un trouble psychologique. Et d'ailleurs, si on regarde les autres durées d'arrêt, voyez sur les arrêts courts, on a déjà des arrêts pour troubles psychologiques, bien souvent d'ailleurs, donc comme ce sont des arrêts de moins de 3 jours, donnés en téléconsultation et on a aussi, eh bien, un arrêt, sur 5 qui est lié à des troubles psychologiques dans les arrêts qui durent de 4 à 30 jours. Donc des risques psychologiques qui sont finalement présents, dans tous les arrêts, quelle que soit leur durée. Alors, ce que je vous propose à présent, c'est de faire un petit zoom sur la santé mentale pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, puisqu'on a vu qu'aujourd'hui, la santé mentale était installée durablement, en tout cas, et explique une grande partie des arrêts de travail. Alors, si l'on regarde le nombre de salariés qui se jugent en mauvaise santé mentale, eh bien, on est près de 4 salariés sur 10. Donc, on l'a vu, c'était un petit peu plus important pour les femmes. Les managers sont dans la moyenne. C'est plus important pour les jeunes, avec 41%, et plus important pour les aidants, qui évidemment sont à la fois épuisés et inquiets pour leurs proches dépendants. Alors, finalement, la dégradation de la santé mentale, ça émet des signaux qui sont encore plus perceptibles d'ailleurs chez les jeunes. Et quels sont ces signaux? Eh bien, pour 31%, on voit que les salariés déclarent avoir des troubles du sommeil, souvent ou en permanence, qui évidemment influent sur la santé mentale. Un autre signal, c'est la consommation de somnifères et d'anxiolytiques, d'antidépresseurs qui augmente. Et puis, c'est aussi l'augmentation des consultations chez les professionnels de la santé mentale que sont les psychologues et les psychiatres qui augmentent, y compris les consultations en matière d'urgence psychiatrique avec des services qui sont assez engorgés. Alors, si on regarde finalement et quand on a posé la question, hein, aux salariés, comment eux pouvaient, expliquer, les causes finalement de leur dégradation de santé mentale, est-ce qu'il liait plutôt ça, à des raisons personnelles ou à des raisons professionnelles? Finalement, on se rend compte que c'est un peu des 2. On a 35% des salariés qui disent que, bah, non, c'est typiquement lié à des raisons personnelles. On a 32% qui nous disent que, bah, c'est un peu des 2, donc un peu plus compliqué, à traiter. Et puis, faut-il s'en réjouir? 26% d'entre eux disent que c'est lié à des raisons professionnelles et cet indicateur, est en chute. J'aime bien le dire parce que je suis assez positive. Il a perdu en tout cas 5 points par rapport à l'année dernière. Donc peut-être, en tout cas c'est mon côté positif, peut-être que ce sont les premiers résultats, hein, de la mobilisation, en tout cas de la prise de conscience des entreprises qui se mobilisent notamment en matière de prévention. Quand on regarde quelles sont les principales causes donc de cette dégradation de la santé mentale côté personnel, et côté, professionnel, eh bien, on l'a dit, côté, professionnel, ça reste, l'intensité
et la journée de travail qui s'allonge, qui est la première cause. Tout de suite derrière, les rapports sociaux dégradés et puis après, des notions que l'on connaît bien comme les conflits de valeurs ou encore plus important et notamment dans certains secteurs, quand les salariés ont affaire à du public, eh bien, les exigences émotionnelles, dont le premier secteur concerné est le secteur de la santé humaine, qui cumule un peu toutes les exigences émotionnelles depuis la période Covid qui a vraiment marqué un pas. Si on regarde la sphère personnelle à présent, le plus gros poste de déclaration de la santé mentale réside dans la situation financière qui est compliquée pour beaucoup, y compris pour les jeunes, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, qui rencontraient des difficultés à accéder au logement et encore plus à la propriété, des situations familiales qui sont compliquées, le fait d'être monoparent, le fait d'être aidant, on l'a dit tout à l'heure, ou de devoir s'occuper d'un enfant handicapé. Et puis les problèmes de santé physique qui persistent, le fait de travailler avec une maladie chronique, le fait d'être porteur d'un handicap, mais de ne pas vouloir forcément le déclarer à son employeur. Il faut savoir que 80% des handicaps sont invisibles et le nombre de salariés qui souhaitent faire une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé peine à augmenter. C'est encore un sujet qui reste tabou. Et puis, un indicateur qu'on voit grimper aussi, celui de l'isolement social pour près de un salarié sur 3 qui se dit en santé mentale dégradée. Alors quels sont finalement les impacts, hein, les plus marquants, de cette déclaration de mauvaise santé mentale? Donc on voit que 67 des salariés qui se jugent en mauvaise, santé mentale, ben, sont très conscients du fait que ça va avoir un impact sur leur travail et en effet, 71 se disent épuisés, professionnellement, 42 avoir des difficultés à mener, à bien, leur travail avec évidemment des ressentis sur la qualité du travail, mais aussi peut-être sur la quantité, qu'ils peuvent produire. 40 estiment avoir des problèmes de concentration et de vigilance. Alors, on pourrait en débattre, hein, qui de la santé mentale ou de la sollicitation, récurrente de nos petits outils, connectés, qui aujourd'hui nous sollicitent en permanence, avec des injonctions. Bon, voilà, donc tout ça, va expliquer finalement, que, la santé mentale peut avoir un impact, sur les collectifs de travail et sur l'entreprise où on voit en effet aussi des signes de désengagement et des difficultés à tenir les rythmes de travail. Alors les dirigeants ne sont pas non plus inconscients, hein, 95 d'entre eux reconnaissent évidemment qu'il y a un impact de la santé mentale dégradée dans leur organisation. 64 y voient tout de suite des signes en matière de performance globale. 61 voient des signes sur la productivité, 57 sur l'absentéisme, puis sur, donc la qualité de la production et aussi sur, l'engagement, finalement de leurs collaborateurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, globalement pour essayer en tout cas de juguler tout ça? Eh bien, je vais, enfoncer peut-être, des portes ouvertes avec, cette slide, qui pour autant est fondamentale et qui, je ne vous le cache pas, anime, pas mal de débats quand on discute avec les entreprises, qui cherchent toujours, la frontière finalement entre, ce qu'ils peuvent faire, en tout cas sur, la partie, gauche, de ce schéma, qui concerne finalement le côté personnel de l'entreprise. Mais vous le savez, malheureusement, l'homme, n'est pas, sécable. Il ne peut pas laisser, ce qu'on a cru, très longtemps, sa vie personnelle sur le paillasson, en arrivant le matin, dans l'entreprise. Donc il faut faire avec tout ça et en effet,
il y a 6 dimensions qui peuvent, expliquer, la présence ou l'absence, d'un salarié au travail. Si on regarde du côté personnel, la première des dimensions, c'est, l'hygiène de vie, hein, qui va avoir un impact sur la santé et sur la santé mentale, avec, ce que je vous évoquais tout à l'heure, les troubles du sommeil, mais aussi, le peut-être la consommation, et de drogue et de cigarettes et d'alcool et cetera. La capacité aussi à avoir une hygiène de vie, finalement, favorable, à une meilleure santé comme, une bonne activité physique ou une alimentation équilibrée. Il y a l'état de santé, donc l'état de santé dont on hérite, avec, peut-être, notre ADN, et là, on voit que malheureusement, 1 salarié sur 5 dit souffrir d'une maladie chronique. Et puis, il y a tout ce qui tourne autour de nos charges de vie, avec, la montée, des fragilités, on en a, un peu parlé, et puis le fait que, 32 des salariés ont, des difficultés à concilier, finalement leurs engagements personnels et professionnels du fait, qu'ils soient, aidants ou autres, obligations. Quand on regarde finalement le champ d'action, naturel, hein, de l'entreprise, il y a les conditions de travail avec, 53 des salariés qui déclarent, avoir, un travail physiquement, fatigant. C'est, 61 qui considèrent, eux, que leur travail est physiquement nerveusement, pardon, fatigant, et parmi tout ça, finalement, 37 des salariés, qui disent, qu'ils ne sont pas malades, mais qu'ils aimeraient bien, prendre un arrêt de travail. Donc on voit que les conditions de travail amènent aussi au désengagement. Si on regarde la dimension de l'organisation, eh bien, on voit que, les salariés sont nombreux à avoir connu un changement important dans leur travail, alors que ce soit un changement, de manager, un changement de machine-outil, un changement, de site, un changement de direction et cetera. En tout cas, les entreprises, se réorganisent à un rythme important qui laisse, finalement, des salariés sur le bord de la route. Si on regarde, le nombre de salariés qui adhèrent aux orientations qui sont OK avec la stratégie de l'entreprise, eh bien, on voit bien que depuis 2020, on a perdu, 5. Donc, peut-être que les organisations sont en tout cas mal anticipées ou mal expliquées, aux salariés qui finalement se désengagent petit à petit. Et une autre dimension très importante qui est, le management. On se rend compte qu'aujourd'hui, des salariés se plaignent, d'un manque de reconnaissance et aussi d'un manque d'autonomie puisque, 1 salarié seulement sur 5 dit pouvoir prendre, des décisions dans son travail. C'est 30 seulement des managers. Vous voyez qu'on a perdu, 10 points en 10 ans pour les managers, 5 points, pour les salariés. Donc, ce manque d'autonomie qui pèse, énormément. Pour finir, sur, cette troisième partie, je vous promets, j'accélère un petit peu. Quand on demande aux salariés, si finalement, l'entreprise aurait pu faire quelque chose, pour éviter, un arrêt, de longue durée, eh bien, on voit que pour 48 d'entre eux, eh bien non, l'entreprise n'aurait rien pu faire. De toute façon, ils auraient pris, cet arrêt de travail, quoi qu'il arrive. Et sinon, vous voyez que finalement, c'est réparti. Ce qui est important à retenir, ce sont les 4 bullet points entre un peu plus de reconnaissance, un aménagement de la charge de travail, un environnement, avec des conditions de travail qui soient plus favorables, et on en a parlé, on l'a évoqué tout à l'heure, sur l'absentéisme des aidants, plus de flexibilité avec, des horaires variables, peut-être du télétravail, à la place de prendre, des journées, d'absence, voilà. Donc beaucoup de choses à faire avec des attentes différentes, hein, qu'on soit, jeune, manager, et cetera. Par exemple, évidemment, les jeunes vont demander plus, de flexibilité, les aidants aussi. Les managers, eux, vont demander à ce que leur environnement de travail, leurs conditions de travail soient améliorées, mais aussi qu'on révise, leur rémunération et à pouvoir bénéficier, eux aussi, davantage du télétravail, là où ils se le sont peut-être pour beaucoup, interdits aux sorties du covid pour essayer de refaire venir leurs équipes.
Alors, quand on demande aux salariés quelles sont leurs attentes finalement pour améliorer leur santé mentale, eh bien, améliorer leur santé même tout court et leur fragilité, eh bien, en fait, ils répondent avec trois types de demandes. Une demande qui est en lien avec la prévention de la santé, où en fait, ils aimeraient bien que l'entreprise les aide à obtenir plus rapidement des consultations auprès des médecins et des spécialistes, et puis qu'on les accompagne aussi dans le dépistage des maladies graves. C'est assez étonnant puisqu'on le voit en France, les dépistages organisés peinent à rencontrer leur public, et pour autant, il y a quand même une inquiétude face aux maladies graves, puisque nous sommes quasiment tous concernés personnellement, ou en tout cas dans notre entourage, par quelqu'un qui souffre d'un cancer ou d'une maladie dégénérative. La deuxième attente concerne la santé mentale. Et alors là, les salariés sont vraiment en attente. D'une part, qu'on les accompagne dans leur situation de fragilité. On l'a vu tout à l'heure, le fait d'être monoparent, le fait d'être aidant. Ils attendent en fait des facilités vis-à-vis de l'entreprise. Qu'on les aide en cas de difficultés personnelles ou professionnelles, avec peut-être du soutien psychologique pour 59% d'entre eux, et puis qu'on les aide à gérer leur stress au quotidien, puisque on a vu qu'ils étaient nombreux à être stressés au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions. Et enfin, concernant leur santé physique, des attentes très fortes si de concours ils étaient concernés par la maladie grave et par des arrêts de longue durée, qu'on les accompagne en cas de maladie grave, qu'on ne les laisse pas sur le bord de la route, et puis qu'on les aide à revenir, à reprendre une activité professionnelle. Et enfin, que font les entreprises face au fléau de l'absentéisme? J'ai envie de dire que même si certaines commencent à s'équiper, et on le voit peut-être avec disparité entre les grandes qui ont peut-être un peu plus de moyens que les petites, pour autant, 72% des entreprises disent qu'elles ont au moins un dispositif en place qui les aide à gérer plus ou moins l'arrêt de travail. Alors, quand on dit ça, qu'est-ce qu'elles font en réalité? On voit que un peu plus d'une sur deux a des indicateurs d'absentéisme qu'elle suit à travers peut-être un tableau de bord. Ensuite, certaines, et là on parle surtout des plus grosses, font du contrôle des arrêts de travail, parce que les entreprises, en tout cas les dirigeants, sont assez nombreux à considérer qu'il y a des abus dans leur entreprise. Un tiers d'entre elles, ben, voyez, mettent en place des dispositifs d'accompagnement au retour au travail, et notamment elles s'appuient sur leur service de santé au travail, leur service de prévention et de santé au travail, excusez-moi, puisque vous le savez peut-être, mais depuis la réforme des services de santé au travail qui date de août 2021, il y a des nouveaux dispositifs qui ont été mis en place et qui permettent de lutter contre le risque de désinsertion professionnelle, comme l'essai encadré par exemple, comme la visite de pré-reprise qui a été avancée de 60 jours à 30 jours, et puis comme un entretien de liaison qui peut être proposé par les entreprises aux salariés dès 30 jours d'arrêt, et qui permettent finalement d'anticiper des retours au travail et de garder le lien avec le salarié, là où encore de très nombreuses entreprises pensent qu'elles ne peuvent pas garder un lien quand un salarié est absent. Et voilà, et puis, 28%, vous le voyez, elles mènent des actions de prévention santé, souvent calées sur l'actualité, comme le mois du cancer, Movember aussi, concernant les cancers masculins, et cetera, et cetera. Je vous le disais tout à l'heure, en effet, un dirigeant sur 2 considère qu'il y a des abus dans son entreprise. 79 d'entre eux sont très favorables à des mesures qui vont permettre d'encadrer les arrêts maladie, et puis on le voit aussi, 62 d'entre eux jugent que finalement les contrôles sont utiles pour réduire l'absentéisme. Alors on verra bien ce que le gouvernement
réussira à passer dans sa loi de finances sécurité sociale. On verra quelles sont les mesures d'encadrement qui seront proposées. En tout cas, sachez que lorsque l'année dernière, nous avions posé la question aux salariés sur le fait, le fait qu'ils soient favorables ou pas à être contrôlés en arrêt de travail, ils étaient plus de 80% à dire qu'ils trouvaient normal en fait d'être contrôlés pendant qu'ils sont en arrêt de travail. Donc, il y a quand même certainement des gens qui abusent du système, mais en tout cas, pour la majorité d'entre eux, lorsqu'ils sont en arrêt, ils sont droits dans leurs bottes et prêts à être contrôlés. Et puis pour finir, les principaux leviers que les employeurs imaginent, c'est-à-dire imaginent qu'il faudrait faire pour améliorer encore l'absentéisme, eh bien, ils ont conscience qu'il faut impliquer davantage les salariés dans les décisions de l'entreprise. Vous avez vu tout à l'heure que assez peu de salariés ont de l'autonomie pour intervenir. Donc, les entreprises ont conscience qu'il faut qu'elles relaissent peut-être un peu plus la main aux gens qui font le travail. 30% sont conscients qu'il faut faire évoluer les pratiques managériales. Je pense que c'est un sujet dont on est tous conscients, mais il faut outiller les managers, donc les former, les sensibiliser, leur donner le moyen aussi de gérer le propre absentéisme dans leurs équipes, parce que c'est pas si simple en fait, les former aux gestes qui comptent, et puis peut-être aussi à détecter les signaux faibles pour lesquels ils sont un petit peu, ils naviguent en aveugle. Et 26% des dirigeants seraient favorables à faire évoluer l'organisation du travail. J'ai fini après cette slide pour vous dire que finalement les entreprises sont quand même nombreuses à dire qu'elles mettent des actions en place, hein, on le voit à droite, avec des scores assez importants. Et ce que je voulais mettre en exergue à travers cette slide, c'est peut-être le déficit de faire savoir, c'est-à-dire que quand on regarde ce qu'en perçoivent les salariés sur le côté gauche, il y a un décalage énorme entre ce qui est soi-disant fait et certainement fait par les entreprises et la promotion qu'elles en font auprès de leurs salariés. Donc, je ne saurais qu'encourager les entreprises finalement à communiquer par tous les canaux possibles, que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'oral, que ce soit par conférence, par webinaire, sur ce qu'elles font réellement pour accompagner la santé, les conditions de travail des salariés, et qu'elles n'hésitent pas à communiquer plusieurs fois dans l'année, parce qu'on pense souvent l'avoir fait, mais c'est toujours insuffisant pour toucher l'ensemble des salariés. J'en ai fini, on va pouvoir passer peut-être aux questions. Je voulais juste vous dire que avec quelques experts et mes collègues expérimentés chez Malakoff et Manis, nous avons, avec l'accompagnement du CNAM entreprise, créé un micro-certificat pour aider ceux qui le souhaitent, en tout cas tous les publics de l'entreprise qui se sentent concernés par ces questions, eh bien, à prendre le sujet à bras le corps et à faire valoir finalement quelques compétences dans leur job au quotidien. Donc, on a un programme complètement à distance qui est commercialisé par CNAM Entreprise, et je vais peut-être vous laisser reprendre la main pour les questions. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je sais, j'ai bien conscience que j'ai partagé beaucoup d'informations. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Au contraire, merci beaucoup pour cet exercice. Ça fait un peu plus de 40 minutes que vous parlez. Donc, Ah, je vais essayer de meubler un petit peu pour vous permettre de vous hydrater et de reprendre merci beaucoup. vos esprits. C'est vrai que, alors, vous nous avez transmis énormément d'informations. Et enfin, pour ma part, j'ai appris énormément de choses dans votre exposé. Il y avait énormément de données, et on le voit parce que on a gardé le même nombre de participants avec un webinaire. Très souvent, c'est assez fluctuant. Donc, on a des gens qui Ah bah, je viennent, suis qui ravie. partent. Là, en l'occurrence, on a gardé notre auditoire au maximum. Donc, ça montre justement que votre propos était très riche d'informations. Et puis, vous nous avez proposé également un certain nombre de solutions ou d'axes de réflexion pour que les entreprises se remettent en question et essayent de trouver des solutions pour pouvoir lutter contre l'absentéisme. Alors, je commence directement par la question d'Amandine.
Alors, qui nous demande, lorsque vous aviez évoqué la sphère personnelle et la sphère professionnelle, notamment au travers de la santé mentale, elle voulait savoir s'il y avait des différences entre les zones rurales ou lorsque dans votre baromètre, est-ce que vous avez cherché à analyser des éléments sur des zones urbaines et des zones rurales, ou alors est-ce que cette dichotomie n'a pas été abordée dans vos questions et dans l'analyse de votre baromètre? Alors, c'est pas forcément, abordé dans les questions. En revanche, ce que l'on fait, c'est que l'on regarde s'il y a des disparités régionales. Alors on rentre pas au détail, des zones rurales, ou pas. Toujours est-il que quand je vous ai partagé, la roue des déterminants où on voit qu'il y a un côté, personnel et un côté, professionnel, je vous ai pas commenté, tout le tour où en fait, évidemment, ce qui va jouer sur l'absentéisme et sur l'accès à des professionnels, de santé, c'est bien évidemment l'endroit où vous allez vous trouver, en France avec, l'évocation, triste mais connue de tous des déserts médicaux. Donc oui, en effet, les déserts médicaux vont avoir, un impact, sur l'absentéisme à 2 niveaux. C'est-à-dire que ça va avoir un impact «positif» entre guillemets, hein, sur le fait qu'un salarié va avoir des difficultés, à rencontrer, son généraliste pour peut-être bénéficier d'un arrêt de travail et du coup, il va se tourner vers la téléconsultation, la le plupart du temps et là, il n'obtiendra, dans le meilleur des cas, qu'un arrêt de travail de 3 jours puisque, c'est, limité à 3 jours et l'autre effet délétère, c'est qu'en fait, les déserts médicaux vont avoir une tendance à allonger la durée, des arrêts lorsque les salariés, peinent à avoir un diagnostic posé par un spécialiste. On le sait, en zone rurale, il est encore plus compliqué, mais aussi dans les grandes villes qui sont, des déserts médicaux, d'avoir un rendez-vous, avec, un spécialiste qui va poser le bon diagnostic et en attendant d'avoir ce rendez-vous, la plupart du temps, les arrêts, bah, se prolongent. Voilà, donc un double effet qui se coule, j'ai envie de dire, sur l'absentéisme. Donc, il y a une vraie différence en fait entre les zones rurales et Absolument, les zones urbaines. Alors, absolument. deux questions de Clément, qui souhaite savoir en fait, notamment lorsque vous abordez l'analyse centrée autour de l'individu, et lui souhaiterait savoir la prise en considération, en tout cas l'influence du collectif et de l'organisation sur le bien-être au travail, puisque votre analyse est très centrée sur l'individu, mais voir est-ce que le collectif et l'organisation du travail peut avoir également une influence dessus. Ah bah, absolument, on l'a vu, je vais revenir en arrière, pour répondre, précisément, à cette question. Désolée, hein, je vais vous faire vomir là, hop, voilà. Vous Ça voyez va, bien ça va. vous voyez bien qu'en fait, le monde du travail, pèse pour moitié, la présence ou l'absence, du salarié et évidemment, l'organisation, le management, les conditions de travail, le temps de travail, tout ça va influer. Si je vous parle de salariés en horaire, posté, vous voyez bien qu'ils vont avoir, comment dirais-je? Des facteurs qui vont, peser sur, leur fatigabilité, qui vont peser sur, l'usure professionnelle. Bien entendu que, le travail pèse à la fois sur, la dégradation de la santé mentale. On l'a vu tout à l'heure, hein, quand on a regardé, quels étaient, les facteurs explicatifs personnels ou professionnels qui pouvaient, influer, sur la santé mentale. Quand j'évoque, tout à l'heure finalement que, vous voyez, que les entreprises se réorganisent, et que finalement, au passage, elles perdent, l'engagement de certains salariés parce qu'ils n'adhèrent plus du tout, à la stratégie de l'entreprise, parce qu'ils comprennent pas pourquoi on a besoin de se réorganiser alors qu'on a déjà vécu une transformation 6 mois auparavant. Évidemment que tout ce qui, se passe, dans l'entreprise a un impact sur, le salarié, sa santé, sa présence, enfin, voilà. Comme, les d'autres conditions de travail vont avoir aussi un impact sur les accidents du travail, sur peut-être même le sommeil puisque quand vous êtes préoccupé parce que vous avez,
Par exemple, un webinaire à animer le lendemain, eh ben, peut-être que vous allez moins bien dormir. Non, je plaisante, j'ai très bien dormi. Voilà, Bon, donc tant mieux. bien entendu, il y a un impact très important et c'est pour ça que les entreprises, ont bien conscience en fait, et elles savent que le travail, peut avoir un impact négatif et pour autant et ça c'est mon côté positif, mais c'est une réalité, le travail est un facteur de protection aussi de la santé. Si vous regardez, l'état de santé, des chômeurs, les chômeurs sont en moins bon état, de santé, à la fois physique et mental, que les salariés. Quand vous êtes salarié, vous avez aussi accès, finalement à une protection sociale, à une mutuelle, puisque c'est une obligation maintenant pour toutes les entreprises. Donc vous avez quand même plus de facilité, à vous faire soigner. Les chômeurs renoncent plus facilement aux soins que les salariés. Alors, Clément avait une deuxième question, mais qui était une question témoignage, donc on va peut-être pas l'aborder, ou en tout cas on aura l'occasion d'y répondre lors du FAQ. Alors, Sophie qui nous demande, qui souhaite revenir en fait sur la slide où vous présentez les raisons invoquées par les salariés. Donc, vous distinguez les raisons perso et les raisons pro. Donc, sa question, c'est ne faudrait-il pas considérer que ces trois sphères sont poreuses, donc c'est-à-dire qu'on a un Bien sûr. entremêlement, ou en tout cas qu'il peut y avoir des zones de frottement, voire même plus. Et est-ce que ces difficultés professionnelles vont réagir forcément sur la sphère personnelle et inversement? Alors, oui, vous avez tout à fait raison. Évidemment, ces sphères sont poreuses. De la même manière que je disais, tout à l'heure que, les problèmes personnels ne peuvent pas être laissés, sur le paillasson de l'entreprise quand on arrive le matin et être prise le soir en partant. De la même manière, et d'autant plus, avec, le télétravail. En fait, le télétravail entre dans nos foyers, voilà, les préoccupations du travail entrent dans nos foyers. Je l'ai dit tout à l'heure, les cadres, mais aussi, les jeunes ont des difficultés à se déconnecter, du travail. Quand on regarde un petit peu plus précisément, le baromètre, santé qualité de vie au travail, bon que j'ai pas repris en totalité, sinon il aurait fallu un webinaire de 5 heures, mais quand on regarde en fait, ces histoires de peine à se, déconnecter, on voit finalement que, les jeunes et les managers sont davantage, touchés, que les autres et se reconnectent à des heures, indues ou alors, ont des difficultés aussi, à ne pas regarder leurs mails pendant qu'ils sont en congé. Voilà. Donc évidemment, il y a, une porosité, mais de la même manière, si vous êtes, aidant, on l'a vu, et que, vous n'avez pas la possibilité d'avoir de la flexibilité horaire dans votre travail, eh bien, le fait que vous soyez aidant va faire que vous allez peut-être, bah, vous faire arrêter quand vous aurez épuisé, le nombre de congés, qui est le vôtre ou, vous devrez vous faire arrêter et prendre une journée de temps en temps pour accompagner, votre parent, sur un examen médical parce que peut-être votre accord collectif ne vous permet pas, d'avoir des journées, aidants et de la flexibilité, dans l'organisation de vos heures de travail. Voilà, donc les 2 sont liés. Nous, on encourage beaucoup les entreprises à prendre en compte évidemment, les fragilités, par des dispositifs, qui peuvent être des dispositifs temporaires. Je vous donne un exemple, si, une femme est en situation de divorce, à un moment donné, en plein déménagement avec ses 2 enfants et cetera et ben, plutôt, qu'elle soit obligée, de poser tous ses congés ou un arrêt de travail parce qu'elle est débordée, qu'elle s'en sort pas et que ça pèse sur sa santé mentale. Si pendant un temps, elle pouvait juste, organiser, ses horaires, le temps de se caler, d'organiser l'école des enfants, et cetera et ben, ça ferait de l'absentéisme en moins. Donc je prends des exemples Mhm. un petit peu grossiers, mais vous montrer que, l'entreprise peut,
par le jeu du dialogue social et des négociations, donner de la flexibilité, finalement, aux salariés. Et il faudra se poser ces questions-là puisque, l'absentéisme des jeunes, je pense, a encore beaucoup de secrets, à livrer. On l'évoquait en aparté juste avant le webinaire, mais, heu je pense qu'il y a un changement, générationnel, un changement du rapport au travail des jeunes, qu'il va falloir forcément prendre en compte dans nos organisations, si on veut pouvoir, les insérer, durablement dans l'emploi, même si peu d'entre eux feront certainement, 40 ans, dans la même entreprise. Mais en tout cas, on aura toujours besoin, de jeunes diplômés, mais aussi, de moins diplômés, pour faire tourner nos entreprises. Alors, merci pour la clarté de votre réponse. Je Alors, vous si on en veut prie. rester dans le timing, il reste encore trois minutes, donc peut-être deux Ah, questions avec une réponse courte. Mais bien courte. entendu, si vous souhaitez, là encore, parfaire vos connaissances sur ce domaine de l'absentéisme, des causes, des conséquences, d'essayer d'avoir véritablement des éléments de réponse pour les appliquer au niveau de vos entreprises et organisations, n'hésitez pas à vous inscrire à la micro-certification qui vous a été présentée, de telle sorte que vous puissiez, en plus à distance, suivre tout ce que des experts ont pu concentrer sur des éléments pour pouvoir répondre à ces éléments qui font que on est face à une situation qui est assez compliquée, assez subie, et donc pour essayer de trouver des éléments et des leviers de réponse. Alors, une question et peut-être une réponse rapide, parce qu'elle est de l'ordre du témoignage, mais qui s'oriente vers une question de Monsieur Louis Lebrun. Alors, qui considère pas forcément le Covid comme une maladie ordinaire, puisque dans votre diapo, Oui. il était apposé à la maladie ordinaire. Lui considère que c'est plutôt une maladie assez extraordinaire et donc, au contraire, une maladie grave. Ouais. Et donc, il pose la question également de la circulation de l'air, ou en tout cas du fait que est-ce que l'amélioration de la qualité de l'air intérieur devienne un sujet majeur au niveau des entreprises pour moins favoriser justement cette capacité à contaminer entre les agents. Lui, il fait même un parallèle entre cette amélioration de la qualité de l'air et la qualité de l'eau qu'on avait au siècle dernier. Est-ce que vous partagez ce témoignage, ce jugement? Alors, de la même manière, hein, tout à l'heure, en effet, on parlait des déserts médicaux, mais il y avait encore une autre partie qui influe aussi sur la présence et l'absence, et vous avez raison de le souligner, qui est la santé environnementale. Et quand on parle de la santé environnementale, je ne parle pas que à l'échelle de la planète, mais c'est aussi l'environnement dans l'entreprise, et dans l'entreprise, mais aussi à domicile. C'est-à-dire que quand vous télétravaillez, eh bien, de la même manière, vous pouvez, si vous n'aérez pas votre domicile, eh bien, faire en sorte que, les microbes, les virus, finalement, circulent, plus facilement. Donc oui, vous avez raison. Juste un tout petit mot sur le covid. Nous avons pendant, plusieurs années, enfin en tout cas depuis que le covid, a fait son apparition, nous avions des statistiques, éloignées en fait, c'est-à-dire que c'était pas du tout intégré dans les maladies ordinaires. On l'a réintégré dans les maladies ordinaires cette année, puisqu'il se trouve qu'en fait, que comme la grippe, le Covid, revient chaque année à présent, et il représentait donc cette année, 4 des arrêts de travail, de courte durée. Donc c'est pourquoi nous avons fait le choix en fait de l'intégrer dans les maladies ordinaires, plutôt que de continuer à zoomer, dessus puisque c'est devenu, malheureusement, notre quotidien. Voilà, avec, et peut-être une autre réflexion là-dessus, j'avais promis d'être courte, mais pour autant ça me vient à l'esprit. Heu vous savez aussi, les gestes barrières qui étaient les nôtres en fait, pendant le covid, le fait de se laver les mains, de nettoyer les poignées de porte, avait quand même, eu un impact, satisfaisant sur, la baisse, à la fois de la grippe et aussi des gastro-entérites. Mhm. Et on voit que l'abandon des gestes barrières, le fait que les gens se refassent plus facilement la bise, là où les gens ne se serraient plus la main, ne se faisaient plus la bise, eh bien on Vous voit avez que raison. finalement on retrouve un peu de transmission de ces maladies qui peuvent être très, très facilement évitées, hein, si on reprend juste un peu nos gestes barrières, hein.
Une Dernière dernière question. question de Ménique ou Méliké. Alors, donc, elle nous pose la question pour savoir en fait comment fait-on pour agir dans l'urgence et peut-être en deux mots face à une situation où les salariés sont de plus en plus épuisés. Donc, véritablement dans l'urgence, peut-être une, deux, trois actions pour agir face à des salariés qui globalement sont de plus en plus épuisés. Alors, l'épuisement, c'est jamais une situation d'urgence. En revanche, il peut y avoir des situations d'urgence, psy. Donc ça, c'est très, très compliqué parce que, il faut quand même pouvoir, être formé, en tant que manager pour détecter les signaux, en fait, et pour éviter de se trouver dans des situations d'urgence. Face à l'urgence, en fait, quand on n'est pas formé et qu'on ne sait pas, ce qu'il faut faire, la meilleure chose qui soit, c'est orienter. C'est-à-dire que la personne que vous allez trouver, c'est de l'orienter au mieux vers le service de santé au travail. Si c'est une urgence absolue, j'ai envie de dire que ce soit physique ou psychique, le mieux, c'est d'appeler les pompiers. Voilà, c'est peut-être bateau comme réponse, mais le mieux, c'est C'est d'appeler les radical. pompiers. Là, c'est radical, voilà. Mais pour une situation, d'urgence, en tout cas quand il y a suspicion d'un salarié qui est sur le point de craquer et bah, il faut pas s'inventer, psychologue ou médecin. Le mieux, c'est d'orienter, d'appeler, le service RH, d'appeler, les numéros d'urgence qui sont affichés, le service de santé au travail ou l'infirmière du travail s'il y en a une. Mais voilà, en fait, ce qu'on vous reprochera, c'est d'avoir rien fait, mais d'appeler ou d'orienter quand on ne sait pas faire, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Après, on pourrait débattre sur, les formations aux premiers soins, psychologiques et cetera. Bon, je ne sais pas quoi en penser, en fait. Je ne sais pas si c'est, efficace, pas efficace. Je pense surtout, que dans l'entreprise, il faut, à la fois pouvoir intervenir, rapidement, orienter vers les bonnes personnes. Il faut à la fois, alors que ce soit psychique ou physique, hein, il faut, à la fois, tirer, leçon des accidents ou des presque accidents, qui sont intervenus pour pouvoir trouver des solutions, pérennes de prévention. Et puis, il faut surtout s'inscrire dans l'anticipation. C'est-à-dire que, quand on prévoit de se réorganiser, il faut, imaginer les impacts que ça peut avoir pour les salariés, pour agir en prévention, pour faire en sorte que ce soit plus soutenable pour eux. Voilà. Très bien. J'espère que ça répond à la question. Marianne. Oui, 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 effectivement, c'est vrai qu'on est dans le cadre et que vous apportez des éléments pour pouvoir justement traiter l'urgence de la situation. Marianne Cousin-Renier, merci beaucoup pour la Je clarté vous en prie. de votre propos, pour la clarté de votre exposé. Merci également à Malakoff Humanis pour les données et c'est vrai que ça a été très, très riche en informations, très, très riche en data qui vont nous permettre justement de mieux calibrer les choses et de mieux réorganiser la situation qu'on connaît actuellement et de pouvoir lutter justement contre ce fléau que connaissent les entreprises, à savoir l'absentéisme. Merci beaucoup, madame. Et Mais je puis, bah, vous à en très prie, bientôt pour le c'était un prochain plaisir. webinaire. Merci beaucoup. Merci à À vous. bientôt pour Bonne le fin de prochain journée à webinaire tous. Au de Claire revoir. Entreprise. Au revoir.